Dobry den, bonjour à toutes et à tous. Une vingtaine de minutes en compagnie de la rédaction francophone de Radio Prague International, avec comme premier sujet aujourd'hui le mariage pour tous en Tchéquie, car la Slovénie est devenue vendredi dernier le 18e État européen et le premier pays post-communiste à autoriser le mariage pour tous. En Tchéquie, un nouveau projet de loi pourrait aboutir au même résultat, même si la précédente tentative n'a pas abouti. Adela Horáková est avocate et membre de l'initiative Jsme fér, qui milite pour le mariage pour tous. Anna Kubišta lui a d'abord demandé si cette fois-ci le projet de loi avait une chance d'aboutir. Absolument. Si on n'avait pas cet espoir, on ne ferait pas ce qu'on fait. Donc l'espoir est toujours là. Je suis absolument certaine qu'un jour, on va avoir un mariage pour tous en Tchéquie. Si ça va être dans 1 an, 3 ans, je ne sais pas. Mais on fait tout ce qu'on peut pour le moment et on le fait pas à pas. Le président Miloš Zeman fait partie des plus farouches critiques de cette loi qui nécessite évidemment sa signature. Il a annoncé qu'il y opposerait son veto. Or, son deuxième mandat s'achève l'an prochain, donc en 2023. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, qu'il y ait une chance qu'il fasse obstruction ou finalement peut-être, disons que le processus va prendre un peu de temps et que ce sera peut-être un autre président qui sera à la tête du pays au moment où potentiellement cette loi pourrait être adoptée? Je pense que c'est plus probable que ce ne sera pas président Zeman qui va avoir cette loi pour signature. Parce que, oui, le procès, ça prend un peu de temps. On ne sait jamais combien de temps. Malheureusement, en Tchéquie, ça peut être 3, 4 mois, ça peut être 4 ans. On ne sait jamais. Les procédures au Parlement tchèque sont assez pas pratique, on va dire, assez rigide. Et donc, je crois que c'est peu probable que ça va être Monsieur Président Zeman qui va en fait signer cette loi. Néanmoins, si c'est lui, je crois qu'il va faire ce qu'il dit qu'il va faire, donc il va veto le loi. Mais parmi les candidats pour le candidat présidentiel qui se présentent actuellement, il y a pas mal d'eux entre eux qui soutiennent le mariage pour tous. Je crois que les premiers 4 candidats dans les sondages qui sont le plus haut sont pour mariage pour tous. Dans cet égard, ça peut être bien. L'autre obstacle de taille, ça pourrait être peut-être aussi le Sénat, la chambre haute du Parlement, où il y a quand même au siège des formations opposées au mariage pour tous. Ces formations ont la majorité. Donc, est-ce que ça peut aussi, on peut imaginer un blocage déjà même en amont? Je dirais pas que les formations qui sont contre, on est certaine qu'il y a une majorité dans le Sénat parce que, à part de 2 partis, le parti de démocratie directe de Monsieur Okamura et les chrétiens démocrates, qui ont une position de parti qui est non, et les pirates qui sont tous comme un parti pour. Tous les autres partis ont une, on va dire, position ouverte. Donc, chacune des députés peut voter comme il veut. Donc, c'est pas tellement facile de compter les votes au Sénat. Et même moi, je ne sais pas c'est quoi la situation parce que pour le moment, on se concentre sur la Chambre des députés. Actuellement, les couples homosexuels peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le partenariat enregistré, registrované partnerství en tchèque. Il est en vigueur en République tchèque depuis 2006. Chaque année, ce sont entre 200 et 300 couples homosexuels qui optent pour cette union civile, qui est un peu l'équivalent du PACS, même si c'est un peu différent. Que peut justement leur apporter le mariage pour tous? Est-ce qu'on peut un petit peu juste détailler justement la différence et pourquoi vous voulez en fait promouvoir le mariage pour tous? Alors, pour vos questions, les différences entre mariage pour tous et le partenariat enregistré sont en fait assez vastes. Et selon les sondages qu'on a à notre disposition, la majorité des gens en Tchéquie ne savent pas c'est quoi les différences. Il y a 30% qui n'ont aucune idée, il y a 30% qui pensent que c'est à peu près les mêmes choses, sauf pour le nom. Mais c'est pas du tout la situation. Les différences sont assez important. Et l'un des plus importantes différences, c'est que les partenaires registrés ne peuvent pas avoir les droits parentaux joints. Donc, c'est pas possible pour les 2 papas ou les 2 mamans être reconnus par loi comme 2 parents. C'est juste un des 2.
mais pour les gens qui peuvent se marier, c'est possible. L'absence des droits parentaux joints porte une importance surtout pour les enfants qui sont élevés dans les familles d'arc-en-ciel, comme on les appelle, dans les familles avec les deux papas et deux mamans, parce que les enfants qui sont élevés là, en fait, ils vivent avec deux parents, ils ont deux parents de leur point de vue, ils sont une famille. Donc, le problème n'est pas la situation factuelle. Les familles sont là, les enfants sont là, mais parce que juste un des deux parents peut être reconnu par loi, ça déprive des enfants de beaucoup de droits et de certitudes juridiques qu'ils auront si on avait le mariage pour tous. Par exemple, si le couple se sépare, ce n'est pas automatique pour l'enfant de rester, de continuer de voir de l'autre parent. Si le couple se sépare, les enfants n'ont pas un droit de recevoir la pension alimentaire. En fait, ça peut impacter la situation financière de cette famille très grave et très vite. D'un jour à l'autre, le parent qui s'occupe des enfants est reconnu par loi peut être en fait laissé avec très peu d'argent parce que l'autre s'en va. Et donc, toutes les protections que loi a maintenant pour les enfants des couples mariés, surtout pour les situations de crise, de la mort d'un parent, de séparation, sont pas là pour les enfants élevés par les couples homosexuels. Le deuxième plus grand, on va dire, ou bien la raison plus importante pour laquelle on mène cette initiative, c'est simplement l'idée d'égalité. Les sociétés démocratiques, la culture démocratique est basée sur l'idée d'égalité. Depuis la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, on s'est dit que tous les citoyens sont égaux face à la loi. C'est vrai que ça nous prend, comme une société, de temps de décider c'est qui les citoyens et c'est qui les tout. Donc, c'était pas les femmes, c'était pas les gens autres de peau blanc. Et maintenant, on est à un moment, de mon point de vue, qu'on doit se décider que tous, ça veut vraiment dire tous. Et donc aussi les gens lesbiens, gays, bisexuels et trans. Et donc, on a cette idée d'égalité dans la Constitution. Moins égal vis-à-vis des lois. Mais il faut juste en fait transposer ça dans le code civil en ce qui concerne le mariage. Justement, c'est assez paradoxal. On a parfois l'impression que jusqu'à présent, la société tchèque était plutôt ouverte. En fait, il y a des sondages d'ailleurs qui le montrent sur ces questions de mettre en place donc ce mariage pour tous officiellement dans le pays, beaucoup plus finalement que les législateurs qui, grand paradoxe quand même, sont censés être les représentants de la population, que ce soit d'ailleurs les députés ou les sénateurs. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? C'est une très bonne question. Déjà, il faut dire que je suis pas une sociologue, donc tout ce que je vais dire, c'est juste mon observation amateur. C'est vrai que à peu près 65% de la population soutient l'idée de mariage pour tous. Le parti de la société qui est fortement contre, c'est pas grand, c'est 15-17%. Mais on a l'impression, parfois par le président dans les médias, que c'est en fait ces deux groupes de même taille, de même puissance, de même conviction. Ce n'est pas la réalité. Mais c'est vrai qu'au Parlement, le soutien semble être moins que dans la société. Pourquoi c'est le cas? Franchement, je ne sais pas. C'est assez étonnant, en fait, que dans un pays laïque, comme on voit très souvent en Tchéquie, l'influence d'églises et des gens avec des motifs religieux, même s'ils ne les déclarent pas ouvertement, mais ils sont en fait là, est assez grand. Donc, l'organisation qui s'appelle Hnutí pro život, donc l'organisation qui est contre l'avortement, ou bien l'organisation Aliance pro rodinu, l'Alliance pour la famille qui est contre le mariage pour tous, ils reçoivent tous un soutien idéologique au moins, parfois l'autre, de l'Église romaine catholique tchèque. L'organisation Alliance pour Famille, par exemple, est parmi les organisations qui maintenant critiquent ou bien coopèrent avec le ministère des Affaires sociales
pour la nouvelle conception de famille. Donc, ils étaient acceptés comme une organisation qui devrait commenter sur cette nouvelle conception. Les gens qui travaillent dans les organisations sont des assistants des députés au Parlement. Le vice-président de l'Alliance pour la famille était offert un poste comme un conseiller d'une députée à la ministère de Justice qui vient de ODS, donc la partie conservateur. Les liens entre le parti de la société qui est fortement contre et a une connexion au moins idéologique au cercle religieux ou à l'Église ont beaucoup plus d'influence en fait sur le Parlement qu'on se rend compte très souvent. Donc, je crois que ça fait une partie des raisons pourquoi le Parlement est moins ouvert que la société. L'autre raison peut être c'est parce que les députés, juste considèrent pas comme un thème important. Peut-être tout doucement pour terminer, est-ce que vous arrivez à identifier un peu les principaux problèmes ou types de discrimination auxquels sont confrontés les gays, les lesbiennes en Tchéquie? Bon, j'imagine que la situation est évidemment pas aussi catastrophique que dans d'autres pays, évidemment, mais j'imagine qu'il peut y avoir quand même des problèmes, des gens qui viennent vers les associations pour dire voilà, j'ai été victime de telle discrimination. Et est-ce qu'il y a des recours, par exemple, à ce niveau-là? Déjà, le grand problème, c'est le niveau de annoncement dans lequel les gens they announce these events, like oznámení. Les gens ne parlent pas du fait qu'ils sont discriminés en fait. Selon un sondage qui était fait par le ombudsman Madame Shabatova, on a appris que juste 10% des cas de discrimination ou harcèlement est en fait notifié aux autorités. Juste 10%. 90% des choses qui arrivent en nous, les gens LGBT en Tchéquie, on garde pour nous. Les raisons sont bien détaillées dans le sondage. Parmi eux, c'est le fait que les gens juste croient pas que ça va être en fait, ça va apporter quelque chose de notifier ça. Donc déjà, il faut commencer par encourager les gens de parler de ça. Et la République tchèque n'est pas un pays, c'est pas un paradis. Hein. Il y a des harcèlements, il y a des violences. Il y a des gens qui sont harcelés dans le centre de Prague pour juste tenir les mains de leurs partenaires. Il y a des enfants chaque jour qui subissent un maltraitance de la partie des autorités ou de leur famille parce qu'ils ont choisi de faire leur coming out. Même des gens qui se suicident, en fait. Le taux de suicide est 3 fois plus élevé chez les teenagers LGBT que chez les autres. Chaque jour, il y a des enfants leur famille se sépare et ils sont dans un void, dans un legal void. Donc, chaque jour, il y a quelque chose qui arrive et le plus tôt possible qu'on va régler ça, par exemple par le mariage pour tous, le plus on va prévenir des dégâts très, très graves sur le niveau personnel aux gens LGBT. Donc, je crois qu'il y a une vraie urgence. Ce n'est pas juste une question de on va encore attendre 30 ans, on va voir. Non, il faut agir parce qu'il y a un vrai risque aux vies et santé des gens. J'avais une toute dernière question qui est un cas peut-être un peu spécifique pour le coup. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, des Tchèques se marient avec leur partenaire dans un État qui reconnaît le mariage pour tous, mais qui revient vivre en Tchéquie, pour le coup, qui reste pas dans le pays qui autorise le mariage pour tous? Est-ce que ça pose pas un problème légal pour ces couples? Absolument. Leur mariage n'est pas reconnu. Très souvent, les gens pensent que parce qu'on est dans l'Union européenne, et notre marchandise et le capital circulent librement, que ça sera le cas pour les familles. Mais en fait, non. Il y a plus de liberté de circulation pour les poulets de Pologne que pour les couples homosexuels. Parce que le critère, si le pays reconnaît votre famille, en fait, c'est, j'imagine, un très grand critère de choisir où est-ce que je vais vivre dans l'Union européenne. Il y a été le cas de l'European Medicines Agency, donc l'agency qui approuve les vaccins, qui, après le Brexit, devait se bouger de Grande-Bretagne. Et la Slovaquie, la Bulgarie, je crois, il y a des pays de l'Europe de l'Est qui voulaient accueillir cette agence chez eux. Mais les employés de l'agence, ils ont fait un protest, ils ont écrit une lettre au management
pour dire on a une vraie peur que notre collègue LGBT vont être maltraités, leurs familles vont être maltraitées dans ce pays-là. Donc, actuellement, l'agence est située à Amsterdam. Je suis très contente que la Commission européenne a déclaré dans leur première stratégie sur le problème des gens LGBT qu'ils vont travailler sur ça, donc la circulation. Ursula von der Leyen a dit que parents dans un pays, ça veut dire parents d'autres pays. Il faut voir comment, si très vite, la Commission va en fait adopter, la Conseil, l'Union européenne, on va dire, va adopter une loi qui va en fait mettre ça sur place. Mais pour le moment, l'Union européenne est très patchwork. Donc en fait, je peux aller en Allemagne, à Dresden, pour faire mon shopping de Noël. Là, je vais être reconnue comme une famille. Je reviens à Prague. Non, on n'est pas une famille. Adela Horáková, avocate et membre de l'initiative SMEFER, répondait aux questions d'Anna Kubishta. Suite de notre programme avec du cinéma maintenant et la 56e édition du Festival international du film de Karlovy Vary qui s'est tenu du 1er au 9 juillet. Elle a rendu hommage à Jérôme Paillard, ancien producteur et directeur du marché du film de Cannes. Jérôme Paillard a répondu aux questions de Magdalena Hrozinkova. Oui, alors j'ai vu des choses très différentes, mais il y a notamment un film tchèque que j'ai beaucoup aimé, Slovo, je crois, c'est le titre, c'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment un film très fort, très bien joué. Sur 1968. Voilà, exactement. Et puis c'est aussi pour nous des films qui sont intéressants parce qu'on connaît pas évidemment aussi bien que vous et que les Tchèques l'histoire. Donc c'est aussi l'occasion de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis même en dehors de ça, je trouve que le film est très très bien. Mais voilà, il y a des propositions très différentes. Hier, j'ai même vu un film français de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, qui est un film, j'aurais pu le voir à Paris, mais c'était aussi sympathique de le voir ici, et puis de voir que le public tchèque a fonctionné formidablement sur ce film, qui est un film un peu déjanté, avec un humour. D'ailleurs, parfois, je disais, alors je pouvais pas lire les sous-titres tchèques, mais même les sous-titres anglais, je disais des trucs, je me disais, c'est pas forcément facile à traduire des films comme ça qui sont un peu on peut dire que c'est une comédie, c'est pas une pure comédie, mais c'est les films les plus difficiles à faire voyager, parce qu'il y a des choses qui sont souvent très locales. En tout cas, le public était vraiment très enthousiaste. Il y a eu une polémique autour du film russe La fuite du capitaine Volkogonov, qui donc la projection a été critiquée notamment par l'ambassadeur ukrainien à Prague. La direction du festival a refusé de le retirer du programme. Donc je suppose que tous les festivals tous les événements culturels sont confrontés à cette situation-là. Ouais. Pour vous, quelle est la position là-dessus? C'est très difficile. À Cannes, on a eu exactement la même situation. On avait deux films ukrainiens d'ailleurs et un film russe. Je pense que tous les festivals la plupart des festivals ont pris une position de ne pas bannir systématiquement la culture russe, mais évidemment de bannir tout ce qui est proche du pouvoir. C'est ce qui s'est fait à Cannes, c'est ce qui s'est fait ici. Après, je comprends tout à fait la sensibilité ukrainienne, donc c'est difficile de prendre une position. Et je pense que le festival de Karlovy Vary a eu la bonne réaction. Merci Jérôme Paillard. Merci beaucoup, merci à vous. Et le film tchèque Slovo, évoqué par Jérôme Paillard au micro de Magdalena Hrozinkova, a remporté 2 prix dans ce festival de Karlovy Vary, où le Globe de Cristal a été attribué au film iranien Summer with Hope de la réalisatrice Sadaf Foroughi, un moment particulièrement compliqué et dangereux pour ses collègues en Iran. À Prague, jusqu'au 17 juillet, il est possible de voir les films primés au festival de Karlovy Vary dans les cinémas Svietozor et Aero. L'ensemble de la rédaction francophone internationale de Radio Prague International vous souhaite une très bonne semaine à Prague.